Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre nouvel épisode de Gotchar, votre balado d'information automobile. Cette semaine, une semaine qu'on va appeler, disons, plus tranquille, c'est-à-dire qu'on va miser davantage sur l'actualité, mais ça ne nous empêchera pas de faire quelques essais. De mon côté, entre autres, je vais vous parler du petit Chevrolet Trax 2024. Faut dire qu'on vous réserve un plutôt gros épisode, hein, le prochain. On a une petite surprise pour vous. On vous la dévoilera pas tout de suite, mais je vous le dis, ça vaut la peine de rester à l'affût. Donc effectivement, pour aujourd'hui, un peu moins de contenu, mais pas moins de plaisir. Et moi, je vais vous parler du Lexus UX 2023 et aussi quelques actualités comme à mon habitude, certaines drôles et certaines un peu plus sérieuses. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchar. Alors oui, William, un peu moins de contenu, oui et non. C'est-à-dire un peu moins d'essais, on va le dire, mais pas moins de nouvelles, parce Oui, qu'on c'est ce est... que j'aurais dû dire. J'aurais dû dire de contenu d'essais originaux, hein, parce que faut quand même s'en garder pour le reste de la saison. Oui, même si on en fait toutes les semaines et qu'on a l'occasion d'aller en faire à l'extérieur. D'ailleurs, dans quelques jours, je m'en vais au Texas essayer le frêle, subtil et délicat Lexus TX. Euh, Le si vous grand ne... frère un peu de ce que je vais parler. Oh mon Dieu, c'est plus que ça. Le Euh, si vous, a- grand-papa. si vous avez jamais vu le Lexus TX, c'est un tout nouveau modèle. Allez voir ça, vous allez voir, c'est assez particulier. Donc, on vous en parle bien sûr dans quelques semaines. Euh, pour le moment, on va quand même être plus discret un peu et on se fait souvent dire que les véhicules que l'on essaie, ce sont des véhicules très dispendieux. Ce qui n'est pas faux, hein, il faut le dire. On a l'occasion et l'opportunité d'essayer quelques véhicules assez uniques. Cette semaine, par exemple, je suis au volant de la Jaguar F-Type V8, la dernière édition du moteur 8 cylindres de la Jaguar avant que Jaguar ne prenne le tournant de l'électrification. Donc oui, c'est vrai, je conduis un véhicule de luxe. En même temps, euh, je conduis aussi la Golf GTI parce que, bon, elle est moins dispendieuse, mais pas moins agréable à conduire, je dirais. Bref, on aura l'occasion d'en reparler. Sauf que là, on parle d'un véhicule, le Chevrolet Trax, qui lui est définitivement plus abordable. Écoutez, littéralement, là, c'est l'entrée de gamme du côté de chez Chevrolet. Un petit véhicule que l'on a complètement remanié pour 2024 et qui a un excellent, on a atteint un excellent résultat. C'est rare que je dise ça pour des véhicules surtout chez GM. Je ne suis pas un fan de la finition traditionnelle General Motors. Mais là, du côté du Chevrolet Tax, on a vraiment fait un bon travail. On a réussi à préserver quelque chose d'intéressant, un petit VUS qui a un certain dynamisme de conduite sans être pour autant très sportif. On va se le dire, là, on est quand même dans quelque chose d'assez léger. Euh, le Chevrolet Trax, je l'ai dit, c'est un véhicule qui existe depuis 2013 ou à peu près, et je serais prêt à parier un vieux 2 que la majorité de nos auditeurs, sauf si vous êtes des vrais maniaques automobiles, là, que vous connaissez à peu près pas de quoi avait l'air le Chevrolet Trax, parce que c'est un véhicule qu'on a très peu vu et qui a été, disons, quelque chose de populaire. Là. Je dirais pas que ça a été un grand succès, mais ça a rempli certains éléments et ça a permis donc de rester en vie. Mais là, on arrive vraiment avec quelque chose de complètement nouveau, complètement refait, repensé, nouvelle silhouette, nouveau look, nouvel intérieur, nouveau moteur. Honnêtement, on a complètement refait ce véhicule-là, dont le prix varie de 25 à 30 000 à peu près. Donc, on n'est pas dans quelque chose d'abusif, vraiment pas. C'est moi qui essaye le véhicule le plus dispendieux cette semaine. Tu vois, t'en viens snob. Mais, ceci étant dit, écoute, on se retrouve dans un petit véhicule, c'est pas un gros moteur, c'est le même moteur que le Trailblazer, un moteur 3 cylindres en ligne, turbo-compressé de 1,2 litres, qui fait 137 chevaux et un couple de 162 livres-pieds. Il est, avec ça, jumelé à une transmission automatique 6 vitesses. Ne cherche pas le rouage intégral, il n'y en a juste pas. Euh, on a fait le choix donc de présenter un véhicule sans aucun rouage intégral, ce qui n'est pas une mauvaise chose dans la mesure où on s'entend pour dire que le Trax n'est pas un véhicule qui est conçu
pour vous amener dans des sentiers extrêmement compliqués, là. On parle vraiment d'un petit véhicule urbain qui est fait pour la ville. Les accélérations, je vous le dis, là, avec le petit moteur 1.2, même s'il y a un turbo, il n'y a pas tant de délai de réponse. Mais quand tu embarques sur l'autoroute, là, tu t'atteins vite la fin des 137 chevaux. Là. Mhm. T'épuises ton écurie assez rapidement, je te dirais. Mais malgré tout, c'est un petit véhicule qui est agréable et qui, en ville, manifeste une certaine nervosité en accélération et surtout une super maniabilité. Le fait qu'il soit pas très long, le fait qu'il soit bien pensé, ça permet donc d'avoir vraiment une belle maniabilité et tu peux te faufiler n'importe où. Je suis devenu le spécialiste de toute catégorie du stationnement parallèle avec le Trax parce que c'est vraiment facile à faire, même si, dans les faits, il a augmenté en termes de dimension par rapport à l'ancien. Il a aussi changé pas mal en termes de look. Celui que moi j'avais, il était d'un bleu clair, bleu royal, assez, assez pétant, là, on peut se le dire. Là, c'était pas, ça n'avait rien de discret, mais il était vraiment beau. On a calqué la partie avant un peu sur celle du Blazer, que moi je trouve très jolie par ailleurs. Donc, on arrive avec un véhicule beaucoup plus moderne et tellement, en fait, que ça a rendu les gens un peu confus. J'ai même un homme qui s'est arrêté devant la maison avec son autobus scolaire et qui a débarqué parce qu'il pensait que j'avais l'Equinox électrique. Avec son autobus scolaire. Ouais, c'est un peu particulier. Ça, c'est bizarre parce que, bon, rapidement, je reste sur une rue quand même assez achalandée, une rue qui nous amène sur des artères beaucoup plus importantes. Et le monsieur s'est stationné en face de la maison sur les quatre flasheurs. Comme c'est un autobus scolaire et qu'il y avait les clignotants, les quatre clignotants, qui ne sont pas les clignotants de l'autobus. C'est pas pour dire je débarque un passager. Ce sont des clignotants réguliers, mais les gens, tellement habitués d'avoir un autobus avec les clignotants, que les gens se sont arrêtés derrière. Alors, il a été obligé d'aller leur dire non, non, passez, passez, je débarque pas personne. C'est lui qui est débarqué, venir prendre des photos de la voiture. On espère que les enfants n'ont pas attendu trop longtemps. Ah, il était pas dedans quand même, là. C'était une blague, c'était une mauvaise blague. Mais non, mais effectivement. Alors, le monsieur est venu donc voir la voiture parce qu'il pensait que c'était le nouvel Equinox, dont il trouvait que la silhouette était similaire à celle du Chevrolet Trax. Donc, ça donne une bonne idée, en fait, de ce à quoi il ressemble. À l'intérieur, ben, on est littéralement dans quelque chose de très américain. Par contre, deux écrans, un grand écran devant le conducteur qui permet d'avoir accès aux différentes modalités de conduite, un écran central, évidemment, qui est quand même assez imposant aussi, qui est assez facile à utiliser. Toi qui es le monsieur spécialiste du système d'infodivertissement, euh, c'est donc assez facile à utiliser dans ce cas-là. On ne peut pas dire que ça a été vraiment difficile de m'intégrer et ça a vraiment bien été. Sur la route, ben écoute, il est agile, il est maniable, bien entendu. Il y a des bons freins, hein, vraiment, un bon système de freinage. Ça, c'est bien. Petit bémol au niveau de la visibilité vers l'arrière, parce que, bon, il y a une ligne de toit qui est quand même assez profilée, donc c'était pas nécessairement évident au niveau de la visibilité et parfois ça complique un peu les choses, mais honnêtement, c'est pas si catastrophique. Euh, je te parlais de l'infodivertissement, ben, tu peux avoir en option un écran de 11 pouces, donc c'est quand même assez important compte tenu de la grandeur du véhicule que j'ai. Tu as différentes versions, incluant entre autres une version RS, qui est une version un peu plus sportive en termes de look, mais on n'est pas dans rien ça ne change rien au niveau de la motorisation, ça ne change rien au niveau de tout ce qu'on a à faire. Écoute, il y a quand même des petits défauts, il faut en parler, notamment, j'ai trouvé que les freinages étaient un peu ordinaires. Parfois, on a l'impression qu'ils cherchent un peu à freiner dans les bons délais. Ça, c'est parfois un peu compliqué. Et la transmission 6 vitesses est peut-être pas aussi rapide qu'on aurait pu le souhaiter. Surtout sur autoroute, là, quand tu es dans une accélération un peu plus vive, tu as l'impression qu'elle avance lentement et qu'elle recule tout aussi lentement, qu'elle rétrograde tout aussi lentement. Donc ça, c'est peut-être un peu moins réussi du côté du Chevrolet Trax.
Évidemment, écoutez, on a un bon espace de chargement, mais ça demeure un petit véhicule, là. On est dans les petits VUS quasi sous-compact, sous-compact compact, là. Donc, on n'est pas dans un véhicule qui est conçu pour transporter les bagages pour 8 personnes, mais n'empêche, c'est un véhicule, honnêtement, c'est une très belle réussite. À mon avis, c'est une belle réussite de la part de GM qui a vraiment fait un excellent travail avec ce véhicule-là. D'autant, je le répète, qu'il est relativement abordable, là, entre 25 et 30 000 Pour moi, c'est un beau coup. C'est une belle. Souvent, on a tendance à, quand on refait les véhicules, on manque un peu notre coup. Je t'avoue que dans ce cas-ci, chez GM, chez Chevrolet, on a fait un très, très bon travail avec le Chevrolet Trax. Toi, de ton côté, tu as essayé un véhicule qui n'était pas vraiment plus gros, mais un tantinet plus luxueux. Oui, quand même. Et non, c'est pas très gros, hein. En effet, c'est quand même un autre VUS là, sous-compact, mais effectivement de luxe. Je parle du Lexus UX. Faut que je commence par spécifier que c'est un modèle hybride aussi. Donc, il y a un moteur, pas hybride branchable, mais c'est vraiment hybride, là, donc avec une légère électrification. On va commencer par ça parce que c'est probablement le point le plus faible, je dirais, du véhicule. C'est pas la conduite la plus agréable, dynamique, pertinente du monde. C'est légèrement pépère, si je peux me permettre l'expression. On parle quand même de 181 chevaux en combiné, donc c'est pas aussi, disons, faible hein, que certains autres véhicules que j'ai parlé à l'émission avec toi, entre autres le Hyundai Venue, là, qui manquait vraiment de puissance. On n'est pas là. On n'est pas en train de se dire, mon Dieu, ça manque de puissance, mais disons qu'on n'a pas l'agrément de conduite que j'ai eu dans certains autres modèles, là, puis je te parle même pas juste du Kia Stinger, là, de la Kia Stinger, je te parle de plein d'autres modèles, même qui ont moins de puissance. C'est pas nécessairement seulement la puissance, mais tout simplement le feeling de conduite en tant que tel n'est pas nécessairement super agréable. C'est pas dérangeant, mais on n'est pas genre wow. Par contre, faut dire que c'est pas pour ça qu'on achète ce véhicule-là. Hein. Selon moi, c'est pas mal plus pour le luxe, pour le confort de l'habitacle. Puis là-dessus, je suis obligé de dire que j'ai trouvé que c'était plutôt réussi. On parle quand même d'un véhicule qui commence à 41 500. Il faut rajouter là-dessus les frais, les taxes et tout ça. Donc, on s'en tire pas en bas là, de 45 000, là, certainement pas. Mais je pense que quand on paye ce prix-là, on le paye pour avoir un habitacle avec une finition de ce niveau-là, avec des matériaux de cette qualité-là. Je pense que c'est là-dessus qu'il se reprend, entre guillemets, pas que ce soit si pire, mais vraiment, c'est là qu'il se reprend. Le siège conducteur est particulièrement confortable. Il n'y a pas énormément de place, mais quand même assez là, pour les passagers, puis quand même pas si mal dans la valise, mais malgré tout, ça reste un VUS sous-compact, donc c'est pas hyper spacieux, mais l'espace qu'on a, il est très confortable. Et surtout, OK, laisse-moi te dire ça, mettons une marque sur le calendrier, j'ai beaucoup aimé le système d'infodivertissement. Ouh! Excusez, ça m'a échappé. Je pense que c'est Ouais, la première fois depuis que tu as ça des véhicules. ben écoute, il y en a certains qui me dérangent moins que d'autres, mais j'avoue que celui-là, c'est probablement le premier qui m'a pas causé de problème pendant toute la semaine d'essai. Puis je l'ai essayé en masse là quand même, puis tout le long ça a fonctionné. Déjà, ça l'a pas craché et ça affichait le titre de toutes mes chansons, même celles en japonais. Donc déjà c'est des points positifs, mais en plus j'ai trouvé que c'était super simple d'accéder aux différentes fonctionnalités et c'était très simple d'aller, entre autres, connecter son téléphone. Les boutons sont gros. On n'a pas 800 options différentes qui fait qu'on part, je sais pas moi, on part l'air climatisé puis le siège chauffant quand on voulait changer de tune, tu sais. Euh, j'ai un peu ce sentiment-là dans la Mac des fois. Euh, Tandis que là, on est vraiment pas là-dessus. Là. On est sur quelque chose d'hyper simple que j'ai trouvé vraiment agréable à utiliser. Donc, enfin, j'ai trouvé quelque chose d'autre d'intéressant aussi. Je sais pas si tu l'as essayé, mais dans le cadran, c'est presque tout numérique. Mais on peut switcher le cadran de côté. Donc le cadran, il est dans le milieu et là, il
physiquement, là, le bout de plastique, là, il se déplace sur le côté, puis il y a comme un autre écran derrière qui montre de nouvelles informations. C'est un peu étrange, probablement carrément inutile, soyons honnêtes, là. Mais Mais j'ai trouvé ça. avoue que c'est beau, par exemple. C'est quand même cute. Puis la première fois que je l'ai fait quasiment sans faire exprès, ma réaction, ça n'a pas été mon Dieu, c'est dérangeant, mais ça a été wow, tu sais, c'est bien fait, justement, c'est esthétique, la façon que c'est placé. Donc, écoute, probablement que on pourrait payer 5000 moins cher pour avoir le petit cadran qui se déplace, mais ce serait plate un peu. On serait pas dans le niveau de luxe que Lexus veut offrir. Fait que je pense que c'est pas mal ça, la conclusion là, par rapport à l'habitacle du moins, c'est que c'est fait pour le confort, c'est pas fait pour la conduite en tant que telle. Ça se rend du point A au point B sans problème, puis même avec une consommation assez faible, là, parce que bien sûr, c'est un modèle hybride, mais si on regarde, on nous dit une consommation combinée de 6 litres au 100. Moi, j'ai fait en bas de ça, là, j'ai fait plus proche de 5,5 litres au 100. Donc vraiment, là, presque rien en termes de consommation. Puis c'est pas une hybride branchable, donc on n'a pas besoin justement d'aller la recharger. Mais c'est ça, on n'est pas non plus dans un véhicule qui va donner une grosse puissance. Puis un dernier point, ça c'est très personnel, le look. Hein, c'est assez subjectif. Mais personnellement, je suis pas certain que je comprends tous les angles littéralement adoptés par les designers de chez Lexus. Mais bon, hein, ça c'est vraiment personnel. Si vous appréciez ça, bien à vous. Mais j'avoue que moi personnellement, j'ai un peu de problème avec les lignes presque coupées au couteau là à l'intérieur de la carrosserie, là, j'avoue que personnellement, je trouve ça un peu étrange, mais c'est probablement le seul point négatif que j'ai à donner au niveau du look, parce que à l'intérieur, en tout cas, là, c'est vraiment agréable. J'ai trouvé ça super agréable à conduire. Un petit mot aussi pour la qualité de l'assemblage et de la finition. Que l'on aime ou pas le style, que l'on aime ou pas le look, la qualité des matériaux, la façon dont c'est assemblé. Tu n'as pas de craquement dans le Lexus UX. Tu n'as rien qui pend nulle part. Je veux dire, tu sens que c'est solide. Les matériaux dans la portière, la planche de bord, la façon dont c'est fait, tu sens que Même c'est les, vraiment bien fait. même les plastiques, là, ils sonnent pas creux. Bien sûr, il y a du plastique à l'intérieur. À un moment donné, on va pas s'en sortir en 2023. Mais justement, des fois, tu vas cogner, puis ça va sonner creux à l'intérieur. Mais là, vraiment, t'as l'impression, je ne sais pas à quel point c'est vrai, j'imagine que c'est juste une impression qui compte, mais t'as l'impression que ce sont des matériaux de qualité là, qui ont été utilisés. Donc, personnellement, j'ai vraiment aimé cet aspect-là. Puis ça contribue au confort, là, définitivement. Même chose aussi, le moteur est super silencieux, l'habitacle est assez silencieux aussi, l'isolation sonore est bonne. Donc, vraiment, c'est confortable. Puis je pense que c'est ça le but. Là. Je pense que quand on est dans la catégorie de gens qui paient 45 000 pour un sous-compact, un VUS sous-compact, on s'en va probablement viser plus le luxe que l'espace et la fonctionnalité. Oui, effectivement, tu as bien raison. Et rappelons-le, hein, Lexus continue d'être une des marques à la fiabilité la plus évidente et la plus reconnue. Donc, je pense que ça aussi, c'est pas négligeable comme idée. Alors, heureux de voir que, enfin, on a trouvé un véhicule où l'infodivertissement fait ton affaire. Oui, oui, puis Lexus, c'est la compagnie, la division de luxe j'ai envie de dire Toyota. Toyota. Oui, c'est ça, j'ai envie de dire Toyota. Je m'en souviens plus pendant une seconde, puis imagine si j'avais dit Honda puis que j'avais eu l'air épais. Mais oui, Toyota. Puis parlant de Toyota, c'est là que je m'en vais avec ma prochaine nouvelle, parce que, ben là, les Japonais, on dirait qu'ils ont comme catché qu'il fallait se tourner vers l'électrique. Hein? Il y a beaucoup de compagnies, là, surtout japonaises, soyons honnêtes, Toyota, Honda, Subaru, qui ont pris leur temps avant de vraiment se mettre dans la course des électriques, disons ça comme ça. Et Honda a toujours pas trouvé le départ, je te dirais. Là. on va en parler, on va en parler. Laisse-moi quelques minutes, laisse-moi quelques minutes. Mais on va commencer avec Toyota parce que je trouvais que le lien était tout à fait naturel. Mais là, ils veulent tripler leur production de véhicules électriques. Ils nous ont présenté leur plan d'électrification et pas d'ici 2035. Là, on parle de 2025 où on veut tripler la production. Bon, tu me diras que 3 fois 0, c'est 0, c'est facile à tripler, mais quand même,
j'entends souvent l'argument, là, des fois même on s'en parle, on partira pas sur le débat, mais les compagnies seront pas capables de changer leur ligne de production. Mais moi, personnellement, je pense que c'est ce genre d'action-là qu'on devrait regarder, parce que si on regarde, là, ils veulent en ce moment fabriquer 600 000 véhicules électriques en 2024. Leur objectif, en 2025 plutôt, parce que leur objectif pour 2024, donc l'an prochain, ça va être 190 000 unités. Donc, on va tripler, même plus que tripler en une seule année la production au Japon. En ce moment, si ça peut te donner une idée, on parle de 25 000 véhicules électriques par année. Donc, écoute, quand je disais qu'ils avaient pris leur temps pour rentrer dans la course, c'est un peu ce que je veux dire. Si on regarde l'an dernier, puis le 600 000, c'est n'importe quoi. Là, on parle de Ouais. 24 fois quasiment. Là, est-ce que j'ai bien calculé mes affaires? Je pense que oui. Mais Ouais, ouais, mais c'est ça. sauf qu'il faut quand même se questionner parce que c'est vrai, là, on estime, si tu continues, tu regardes, ils veulent y aller genre de façon exponentielle après, en 2030, être rendu à comme 3 millions de véhicules électriques. Euh, Ouais, le problème, 3,5 millions en 2030 et même 1,5 million d'ici 2026. Donc, ouais, sauf que, tu sais, 3,5 millions, là, c'est même pas la moitié du nombre de véhicules que Toyota fabrique annuellement. Ils font entre 10 et 12 millions de véhicules chaque année. Fait tu sais, il va vraiment falloir, quand on veut passer au 100%, il va vraiment falloir qu'ils donnent un coup de barre solide pour augmenter leur production à ce niveau-là, pour aller pousser vraiment plus loin là. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est que Toyota s'est enfin décidé à se tourner vers l'électrique, contrairement à ce que les autres faisaient. Tu le sais, ils ont déjà un véhicule électrique, le BZ4X. Excuse-moi, là, je le sais. À chaque fois, je pense à Bibi et Geneviève. Je peux pas faire autrement quand je nomme ce véhicule-là. tu vois, moi, j'ai pas la référence. Fait que Non, je toi, sais quoi, mais je comprends pas non. vraiment. Mais le monde de mon âge vont tous faire la même face. Euh, alors, je pense toujours à Bibi et Geneviève. Bon, bref. Anyway, tout ça pour dire que, donc, ils se sont décidés parce qu'à un moment donné, Toyota misait d'abord sur les hybrides. Après ça, ils ont poussé un petit peu plus loin l'audace jusqu'aux hybrides branchables. Ils continuent de miser sur l'hydrogène. D'ailleurs, dans quelques semaines, je vais conduire la Toyota Mirai, la voiture à hydrogène. Euh, donc, ils continuent. Et là, enfin, ils prennent le tournant électrique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont l'air à le prendre tout seuls. Pourquoi je dis la bonne nouvelle? Parce que ils se sont associés avec Subaru pour faire le BZ4X, qui a donné le Solterra du côté de Subaru, mais ça n'a vraiment pas donné les résultats escomptés, ni en termes de qualité, ni en termes de quantité. Euh, alors, il est temps que Toyota, qui est une des plus grosses compagnies automobiles au monde, là, c'est eux qui fabriquent le plus de véhicules ou à peu près, ben, il est temps qu'ils vraiment poussent un peu plus fort dans ce sens-là. Et je pense que ça, c'est important. C'est un geste important. Maintenant, quand on regarde la photo qui a été publiée avec cette annonce-là, il y a des véhicules là-dessus que j'ai très hâte de voir si un jour ils vont exister. Parce que il y en a là-dedans qui sont pas des utopies, mais tu sais, si tu regardes la photo, là, au fond, à droite, tu as une espèce de minibus. En fait, c'était ce qui était supposé servir de navette lors des Jeux olympiques. Donc, quelque chose d'électrique, mais on s'entend à usage extrêmement limité. On a des tout petits véhicules qui n'ont aucune chance de traverser l'Atlantique. Par contre, il y a des véhicules à la silhouette sportive qui sont là-dedans. Il y a même un pick-up que l'on voit là, à l'arrière complètement. Donc, j'ai hâte de voir quelle sera la variété de véhicules que Toyota va nous proposer. Jusqu'à maintenant, comme je te l'ai dit, ils ont été assez discrets de ce côté-là. Mais ils ne sont pas les seuls. Tu en as parlé du côté japonais. On n'est pas exactement dans l'électrification à grande vitesse, là. Non, absolument pas. Puis si je peux juste terminer là, sur Toyota, ils ont entre autres dit qu'elle allait faire un VUS à 3 rangées du style un peu Kia V9. Là. Donc, on a quand même certaines petites nouvelles, mais tu as raison que c'est pas mal tout ce qu'on sait. Mais du côté des Japonais, sinon, hein, Subaru, on a Solterra. C'est pas mal le seul véhicule 100% électrique. Il n'y a pas de plan
pour autre chose. Et du côté de Honda, parlons-en même pas, mais en fait, parlons-en parce que dans un mois, OK, attends, et c'est pour ça que je voulais t'en parler. Maintenant, ça s'appelle plus le salon de l'auto de Tokyo, hein, d'ailleurs, faut appeler ça le salon de la mobilité du Japon. J'ai appris ça. Donc, Oui, voilà. c'est nouveau. Parce que ce que je savais pas, puis que j'ai appris en faisant des recherches, c'est qu'il y a un autre salon de l'auto à Tokyo en janvier, qui est le salon auto quelque chose de Tokyo. Ah, D'ailleurs, ok, qui est pas celui auquel t'es allé, là. non, 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 Ça a non, toujours pas du été, tout. quand on parlait du salon de l'auto de Tokyo, on parlait de celui-là, il faut dire, là. Exactement, exactement. Donc, ça se passe en automne, pas mal toujours, au même temps de l'année, là, donc début novembre, dans ces environs-là. Et là, ben, bien sûr, ce sont les compagnies japonaises qui sont mises en valeur. Et Honda nous a dit qu'il allait présenter une voiture sportive électrique. OK. C'est pas mal tout. C'est pas mal tout. Donc, ils ont appelé ça un concept sportif de spécialité. Oh, wow. Écoute, je sais pas. Je sais pas plus que toi qu'est-ce que ça veut dire. Mais par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que ça va être basé là, sur la plateforme. D'ailleurs, là, justement, les Toyota, c'est un petit peu de là que ça vient, tout ce développement-là, hein, du perfectionnement de leur plateforme. Ben, du côté de Honda, on nous parle de leur plateforme e-architecture, qui est un peu leur nouvelle génération là, de plateforme, justement, la nouvelle version de leur plateforme qui va être la base de leur futur modèle électrique. Donc là, on devrait voir enfin ça se concrétiser du côté au moins d'une voiture sportive. Faut dire que nous, on va avoir le Honda Prologue, hein, Ouais. qui est... Est en fait une version de GM, hein, il faut le préciser, là. C'est le Chevrolet Equinox, mais version Honda. Écoute, encore une fois, ton cynisme me paraît à peine. Pour une fois, c'est pas moi. Mais en effet, c'est pas mal le Chevrolet Equinox. Même chose pour l'Acura ZDX, là, qui est une version, bah, écoute, on va se le dire légèrement plus luxueuse, mais c'est encore une fois le même char, là. Oui, Pas c'est ça. mal. Et ça va être les premiers véhicules électriques Honda à venir en Amérique du Nord. Ben, et Acura, là, ben, c'est la même compagnie. Donc, écoute, la raison pour laquelle j'en parlais, c'est pas tant pour le char sport, mais qu'un petit peu pour dire, mon Dieu, est-ce qu'on est vraiment en train de présenter ses premiers concepts sur sa génération d'architecture électrique, quand même les compagnies qu'on accusait d'être un peu en retard, comme justement, on parlait de Subaru, ben là, ils l'ont leur Solterra, là. On peut aller l'acheter, là, la Solterra, en ce moment même. C'est un peu tard, non, pour nous dire ça, quand dans même pas 15 ans, du moins au Québec, on va être obligé d'avoir que de l'électrique. Oui, ben c'est ça le problème, en fait. C'est qu'on n'a rien développé jusqu'à maintenant. C'est comme si on attendait après quelque chose, mais je sais pas quoi. J'arrive pas. Bon, on sait que Honda, tu l'as dit, va faire, bon, le prologue est, mais après, ils vont faire des véhicules. Ils disent qu'ils vont avoir des véhicules en abondance, donc un certain nombre, basés sur leur propre plateforme, qu'on n'a toujours pas vu. Euh, donc, j'ai bien hâte de voir, en fait. Et je suis obligé de, tu sais, continue, on va plus loin. Mitsubishi, on s'attendait à ce qu'ils partagent des plateformes avec Nissan et avec Renault et avec l'Alliance, mais on n'a rien vu d'électrique du côté de Mitsubishi non plus. Les seuls qui risquent de nous faire une surprise du côté des Japonais, c'est Nissan. Parce Oui, que, l'Aria, entre autres. ouais, l'Aria, la Leaf, qui sont là, qui fonctionnent encore, mais Nissan vient d'annoncer qu'à compter de maintenant, tous les nouveaux véhicules vendus en Europe vont être électriques ou électrifiés. Déjà, Oui, oui. Mais attention, électrifié. Non, je considère la ça. distinction, mais déjà. Non, mais ce que ça veut dire, eux autres, ce qu'ils disent, c'est que c'est les nouveaux véhicules. Alors, ils vendent actuellement, par exemple, je ne sais pas moi, une Nissan Altima, mais ils ne feront pas une Nissan Altima électrique la semaine prochaine. Ils vont laisser mourir l'Altima pour les 2, 3, 4 prochaines années, là. Tu comprends? Ils ne recréeront pas. C'est juste que quand il va venir le temps de remplacer les modèles, ces modèles-là vont être électriques ou électrifiés. Parfait. Donc, ils ne vont L'objectif, pas introduire sur le marché de nouveaux modèles uniquement à essence, disons. ils vont c'est ça, ils n'en font plus à essence, uniquement à essence. Donc,
L'objectif, c'est qu'en 2030, il soit 100% électrique ou électrifié. 27 modèles seraient vendus par Nissan en 2030, dont 19 seraient 100% électriques. Alors, Quand même! ça fait quand même, c'est ça. Mais encore une fois, c'est l'Europe. On a des véhicules là-bas qu'on n'a pas ici. Moi, ça me met hors de moi d'ailleurs. Un jour, il va falloir explorer ça et poser des questions parce que euh, je regarde ce qui se passe au niveau d'un paquet de compagnies, là. Jeep, Nissan, Volkswagen. Volkswagen, c'est ridicule ce qu'ils nous offrent ici par rapport à ce qui est proposé en Europe. Donc, on sait qu'il y a des modèles qui ne viendront jamais chez nous, mais du côté de Nissan, donc pour l'Europe, c'est ça. On va voir à quel rythme ça va s'implanter chez nous par la suite. Ça, c'est la question à 1000 $. Mais en tout cas, c'est ça l'objectif là, pour le moment. Fait que du côté de Nissan, c'est quand même un développement fort intéressant, il faut le préciser, même si, et là, il y a un petit peu une balle courbe qui vient d'arriver du côté de l'Europe, ben, c'est le Royaume-Uni. C'est monsieur le premier ministre du Royaume-Uni qui a dit ben, finalement, l'objectif 2030, on va un petit peu oublier ça, on va aller en 2035 à la place. Ouais, ben écoute, je pense pas qu'il va falloir prendre exemple sur le Royaume-Uni si on espère un jour changer notre parc automobile, mais on pourrait s'en parler longtemps. Non, mais ce que ça veut dire, par exemple, c'est peut-être un peu symptomatique de ce qui s'en vient, parce que ça veut dire que certains grands pays euh, industrialisés, je cherchais le mot, là, certains grands pays industrialisés ont comme déjà fait un pas de recul vers des objectifs qui étaient les plus grands objectifs d'Europe, comptés de 2030. Et c'est même l'industrie automobile européenne, surtout en Angleterre, évidemment, là, les gens de chez Ford ne sont pas contents du tout du geste du premier ministre. Ça ne fait pas l'affaire de personne, mais c'est là qu'on en est quand même. Alors, c'est un peu particulier comme décision, je t'avoue. Je suis pas sûr de comprendre. Lui, il dit, ben, on n'est pas prêt, ça va prendre des incitatifs supplémentaires, blablabla. Et il faut regarder que partout, les ventes, à part les pays où il y a des montants importants au niveau des incitatifs, les ventes de voitures électriques ne sont pas en augmentation si rapide que ça partout non plus en Europe. Donc, il va vraiment falloir qu'il y ait comme un virage important. Ce que Nissan propose en est un exemple. Il va falloir que les autres compagnies embarquent à leur tour pour être en mesure de produire ce genre de véhicule-là et ce genre si on veut vraiment atteindre les objectifs prévus, en fait. C'est un des seuls avantages du modèle chinois, j'imagine, hein, un des seuls pays au monde où la voiture électrique a pris à ce point-là d'importance. Ben, c'est parce que là-bas, on n'a pas peur de la révolution, sans Non. mauvaise blague. On n'a pas peur de changer du jour au lendemain là, ses habitudes de manière assez drastique Ouais, mais il faut faire parfois. Donc, attention. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi le fait que la Chine, oui, c'est vrai, puis une des raisons pour lesquelles ils sont capables de faire ça, c'est à cause du volume qui est un peu prisonnier, en fait, de leur vente. Donc, ils vont toujours vendre des voitures parce que tu n'as pas le choix. S'ils vendent juste des électriques, tu vas en acheter une parce que tu ne peux pas acheter d'autres choses. Tu sais. Les importations sont extrêmement complexes en Chine. Fait que ça facilite un peu le, le, le développement local. Les compagnies ont investi beaucoup. Mais là, il y a des compagnies. En fait, la plus grosse compagnie, c'est BYD. BYD qui actuellement domine le marché des électriques. C'est d'ailleurs eux autres que Toyota veut rattraper idéalement en produisant, en triplant leur production. Mais une compagnie comme NIO, qui vend des voitures électriques, qui en vend beaucoup et qui fait beaucoup de recherche et beaucoup de développement. C'est eux qui ont développé supposément une batterie à 1000 km d'autonomie. C'est eux qui proposent une batterie que tu peux interchanger. Au lieu de la remplir, donc d'attendre au chargeur, tu t'en vas là, ils l'enlèvent, ils t'en mettent une nouvelle, ça prend 5 minutes, t'es parti. Mais NIO, actuellement, c'est la compagnie, selon une étude internationale, qui perd le plus d'argent pour chacun des véhicules vendus. ouais. Fait que, tu sais, Tesla fait 9000 $ par véhicule vendu, NIO en perd 12 000. Ils sont compensés par le gouvernement pour leur perte. On ne voit pas ça nulle part ailleurs.
Tu comprends? Donc, oui, c'est C'est ce vrai. que je voulais dire par le seul avantage du modèle chinois. On pourrait parler longtemps de politique, mais certainement, ça fait que le système est facilement modifiable. Mais si tu me permets de changer de sujet Oui, vas-y. pour t'écouter sur la politique, parce que sinon, il va encore durer 1 heure, euh, laisse-moi te N'y parler pense. d'une petite affaire. Ça, c'est carrément niaiseux, là. Est-ce que tu savais qu'il y avait un tricycle Bentley? Un tricycle. Je connais les vélos, Porsche, BMW, là, les trucs électriques super raffinés et tout, là, mais un tricycle, non, j'avoue que non. Ah là, on parle pas nécessairement d'un truc électrique, là. On parle, on appelle ça même un tricycle convertible. Attends, parce que c'est une Convertible. poussette tricycle qui est disponible au Canada, hein, au bentleytrike.ca si ça vous intéresse. Et au coût de 620 $, votre bébé aussi pourrait se déplacer en Bentley, du moins en tricycle Bentley ou en poussette. Là, donc on peut l'utiliser comme poussette. Et quand l'enfant est assez grand pour utiliser ses jambes, il peut se rendre sur le pédalier pour pousser par lui-même son tricycle. Donc, ouais, c'est possible de le mettre à l'endroit, à l'envers. Il fait tout, en gros, là, de 1 an à quelque chose comme 4-5 ans, là, et c'est 620 $, voilà, si ça t'intéresse. Il est disponible, il y a une version limitée aussi, là, à 799, là, mais pour les gens normaux, là, il est disponible en une dizaine de couleurs. Wow. Non, mais je m'excuse, William. Je t'ai jamais acheté de tricycle Bentley dans ta jeunesse. Tu m'en vois bien désolé, mais ça n'existait Bon, pas. ben écoute, tu vois, maintenant, moi, avec mes enfants, je vais avoir la chance de me reprendre Ouais, devant tout tes à fait. échecs en tant que C'est parent. ça. Euh, Exactement. bon, maintenant, en rafale, Ford, Ford F-150, tu connais, hein, ça se peut, c'est quand même, je pense que c'est populaire comme modèle, là, tu me On, corrigeras. on en voit un ou deux de temps en temps, là. Ben c'est ça, surtout ici hein, au Canada. Je pense que ça fait un petit moment que c'est populaire. Là. Encore une fois, il faudrait faire ses recherches. Tout ça pour dire, il y en a pas mal sur la route des F-150. Et là, récemment, il y a eu un petit problème avec des Ford F-150. Apparemment, de 2021 jusqu'à 2023 et même le Lightning 2022 ont un problème qui peut être un petit peu fatigant ou entre autres, on peut entendre des bruits ce qu'ils disent en anglais statique, là, donc des grichements un peu. Euh, L'électricité mais, statique, là, genre comme les petits ouais, un peu, crunch-crunch. ouais, c'est des petits crunch-crunch, mais on peut aussi entendre des bruits qui sont comparés à une explosion supersonique. Ben oui, et mon Dieu, c'est super discret dans une auto, ça? Ben oui, et même les gens qui se sont plaints, on parle de vraies plaintes là, qui sont considérées sérieusement par le National Highway Traffic Safety Administration aux États-Unis. Donc, ils ont dit que ce son-là était au-dessus de 100 décibels. Wow! Donc, ça Mais arrive par hasard comme ça et c'est au-dessus de 100 décibels, ce qui peut être dangereux assez rapidement. Là, on parle de quelques minutes à peine où on peut entendre des sons si forts sans dégâts. Donc, ça pourrait potentiellement causer des dommages là, à l'ouïe de certaines personnes. On espère que ce ne sera pas le cas. Et Ford nous dit, ben, faites-vous-en pas. On va régler ça avec une mise à jour, en gros. Et la mise à jour permet de bloquer dans les speakers directement, dans le système audio, permet d'empêcher le signal de passer et donc d'empêcher ce son-là de sortir. Mais quand même un peu troublant qu'on s'en soit rendu là. Il y en a qui disent là, que ça a duré pendant 15 minutes et plus. Il y en a qui disent que ça a continué même une fois qu'on avait fermé le moteur. Donc, wow! Quand même, hein? oui, puis 100 décibels, là, je viens d'aller fouiller parce que je tablette, là. C'est l'équivalent d'un chantier de construction et l'équivalent de la musique dans un club, dans une discothèque ou dans un nightclub. Mon Et Dieu! du... Puis là, c'est pas des sons agréables, là, c'est ça, là. On parle de sons d'électricité statique, on parle d'explosion. Ça sonne un peu comme le pire cauchemar, là. Imagine, t'es pogné dans le trafic, puis tout à coup, t'as 15 minutes d'explosion, là. Ah, les oreilles doivent te sciller, ça n'a aucun bon sens. C'est complètement débile. Enfin, mais on va espérer qu'ils vont régler ça effectivement par une mise à jour assez rapidement. Ben, écoute, on l'espère, on l'espère.
Laisse-moi continuer avec une autre nouvelle. Cette fois-ci, quand même une bonne nouvelle, hein, du moins pour les amateurs de VUS de luxe, mais surtout une surprise pour moi qui avait pratiquement jamais entendu parler de cette compagnie-là avant. Ineos Automotive, qui est une compagnie anglaise. Personne n'a jamais vu ça ici, là. C'est le premier modèle. Soyez pas perdus si jamais vous en avez entendu parler. C'est le premier modèle qui a commencé sa production tout récemment. Donc, les précommandes étaient ouvertes depuis quand même un petit bout. Là, la production est commencée. Les premiers modèles sont arrivés. Et c'est plutôt intéressant pour les nostalgiques d'une certaine époque qui ont un certain budget. Soyons honnêtes, là, leur modèle s'appelle le Grenadier, à partir de 92 000 à peu près, si on compte les frais et tout ça, on s'en tire pas en bas de 100 000, là, certainement. Euh, Fait que c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Là, c'est peut-être pour les gens qui ont la poche un peu plus profonde que la mienne. Mais malgré tout, faut dire que c'est un peu le summum de ce qui est un mélange entre un Range Rover, quasiment un Jeep avec le look. Toi, tu me parlais du Mercedes classe G, c'est ça? Ouais, c'est parce que j'ai un faible pour le classe G. Moi, c'est mon véhicule préféré. Fait que c'est mon faible. Ben écoute, moi j'ai même vu le Hummer là, dans l'avant qui est très carré avec les phares ronds là, c'est assez particulier, c'est un style que vous allez reconnaître automatiquement là en le voyant. Mais ben écoute, même les nouveaux Range Rover, même le Hummer électrique qu'on nous a présenté, ils l'ont plus vraiment ce look-là. Non. Donc, ils l'ont plus vraiment ce look-là carré. Donc, moi, je vois ça vraiment comme un peu une tentative d'aller chercher ben, les nostalgiques de cette époque-là. Quasiment, c'est un mélange entre un Range Rover puis un Jeep de l'armée, là, quasiment. Donc, hyper robuste, 282 chevaux avec un moteur BMW, des pneus de 17-18 pouces. C'est vraiment fait là, pour aller à l'extérieur, en route, avec entre autres les planchers en caoutchouc, lavables, les sièges, c'est du tissu résistant. Ben, il y a le cuir aussi, mais on nous offre une option plus résistante. Donc vraiment, c'est un truc pour s'amuser dehors. Mais à 100 000 j'ai assez hâte de voir si on va vraiment en voir tant que ça sur la route. Faut dire qu'aux États-Unis, là, il y a quand même au-dessus de 7000 Grenadier qui ont déjà été commandés. Avec Donc, une consommation moyenne de 15,8 litres au 100. ben écoute, ça vient avec. Ça, c'est ce qu'ils annoncent. Ça veut dire que tu vas faire plus 20-21 dans la réalité, là. Quand même. Ben, on n'est pas dans les startups à la Lucid là ou des choses comme ça qui nous promettent des voitures qui vont changer le monde et qui voient vers le futur. Je pense que là, on est pas mal plus dans un regard nostalgique sur le passé, autant en termes de look qu'en termes de consommation d'essence. Effectivement. Effectivement. Euh, Écoute, moi, j'ai une dernière petite nouvelle pour toi Vas-y. concernant le monde de la course. Tu te rappelles que l'année passée, on avait eu en entrevue Valérie Limoges, la championne de la série de la Coupe Nissan Sentra. Ben, cette année, ben, malheureusement, Valérie, la saison s'est terminée il y a quelques jours et Valérie a terminé deuxième au classement général, 40 points à peu près derrière le champion, Alexandre Fortin, un nouveau champion. C'est une bonne nouvelle pour la série. Pour Valérie, évidemment, c'est un peu décevant, mais elle avait eu un mauvais week-end de course et ça a apparu sur le classement. La vraie nouvelle, cependant, c'est pas ça. La vraie nouvelle, c'est que la Coupe Nissan Sentra va devenir internationale. C'est-à-dire qu'à compter de l'an prochain, il y aura des courses. Il y aura une course aux États-Unis, au circuit de Lime Rock, au Connecticut. Il y aura des bourses pour l'année aussi qui vont évaluer 30 000 $. Bref, on est vraiment en train de passer dans un circuit extrêmement professionnel. Déjà, c'est bien organisé. Déjà, c'est bien structuré. Mais là, on s'en va vraiment dans quelque chose. Il faut savoir que le promoteur de ça, Jacques Deshaies, qu'on connaît bien tous les deux, on s'en cachera pas. Bonjour à lui. Bonjour à Jacques. Jacques, il est le créateur de la Coupe Nissan Micra. Cette série-là a évolué dans la Coupe Nissan Sentra. Les deux roulent maintenant de front. Il est maintenant le responsable aussi, le promoteur de la course de Formule 1600. Donc, il ajoute une autre série de courses à son palmarès de promoteur.
ce qui va faire donc des fins de semaine pas mal plus occupées, ce qui va créer il essaie de recréer un certain engouement autour de la course automobile au Québec, et avec des véhicules où ça ne coûte pas 3 millions faire une saison. Hein, une Formule 1600, c'est assez simple. Une Micra, une Sentra, c'est pas très dispendieux. Donc, l'idée, c'est qu'il veut rendre la course accessible à de plus en plus de monde. Et en le faisant, ben là, il s'en va aux États-Unis, où il espère qu'il y aura des nouveaux pilotes aussi. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle, je pense, pour le monde de la course automobile. Ben, parlant de course automobile, laisse-moi finir avec ma dernière nouvelle. C'est pas aussi local et intéressant que toi, mais ça parle quand même de voitures haute performance. BMW, hein, chez BMW, quand on parle de M, habituellement, ça veut dire qu'on parle de performance. Et là, moi, je te parle de la BMW M3, qui est la berline compacte. On va se le dire, là, de piste, là, c'est 500 quelques chevaux, là, je vais te le dire dans quelques secondes, mais quand même. Mais la raison pour laquelle je t'en parle, c'est parce qu'ils vont la sortir en deux versions. Ils vont sortir une version à essence et ils vont sortir exactement le même véhicule, mais 100% électrique. Oh! C'est une bonne Ben, nouvelle, ça. Ben, non seulement c'est une excellente nouvelle, en plus, c'est probablement ça qui va permettre au modèle de pas subir là, le même sort que pas mal d'autres modèles de performance qui, dans les prochaines années, ou même déjà en ce moment, sont en train de mourir, disons-le, parce que ben, on peut simplement plus aujourd'hui, soit pour des raisons de législation qui sont déjà en place par rapport aux émissions, ou aussi par rapport aux futures lois qui s'en viennent et qui sont déjà en place dans certains pays par rapport à l'électrification. On peut pas construire les véhicules à 1000 chevaux comme on faisait avant. Donc, on essaie d'intégrer l'électrification et c'est ce que BMW semble vouloir nous dire, que c'est le but avec la M3 de faire survivre ça un peu plus longtemps et on l'espère que ce soit vrai parce que, écoute, personnellement, c'est sûr que je serais mal placé pour dire le contraire. Si on peut remplacer des véhicules comme ça qui boivent de l'essence par des véhicules électriques, surtout dans des pays comme le nôtre, pas l'Allemagne, malheureusement, là-bas, c'est pas nécessairement fait comme nous, mais dans des pays comme le nôtre où l'électricité est faite de façon assez, disons, verte, je pense que c'est quand même avantageux. Si ça peut te donner une idée, là, en ce moment, la M3, c'est 503 chevaux, c'est 479 livres-pieds de couple. On a même une version là, qui va jusqu'à presque 550 chevaux. Fait que c'est vraiment n'importe quoi, là, parce que là, avec bien sûr un moteur électrique, ben, on s'attend à avoir plus de couple sûrement, puis en plus un couple qui arrive de façon instantanée, hein, qui va un peu bypasser, là, je peux me permettre l'expression, les limites mécaniques d'un moteur à combustion normale. Donc, on sait pas encore plus que ça. Hein? On devrait probablement en savoir plus bientôt. Ils nous disent 2027 pour l'arrivée. Donc, on espère que dans la prochaine année, au moins, on va en savoir plus là, sur les spécifications exactes. Mais ça devrait être la plus puissante là, parce que y a une source là qui dit entre autres que il y a un concept qui développe 1300 chevaux. Voilà, je voulais avoir la source pour être certain, parce que justement, on utilise 4 moteurs électriques indépendants. Donc, la motorisation électrique permet d'aller encore plus loin, de manière encore plus folle. Donc, c'est un avantage autant du côté environnemental que du côté légal, que du côté mécanique. Donc, écoute, c'était ma dernière nouvelle parce que j'ai bien hâte de voir si on est vraiment capable de, entre guillemets, sauver la planète à grands coups de char de piste. Ouais, ça, c'est peut-être une belle intention. En tout cas, au moins, il faut saluer le fait qu'elle sera électrique. Ben, c'est comme ça que ça met fin, en fait, à votre émission Gotchard pour cette semaine. Alors, on espère que ça vous a plu. On espère que vous appréciez toujours notre présence. Si c'est le cas, on vous demande de nous laisser des notes sur les différentes plateformes, notamment Apple Podcast, Spotify maintenant. Laissez-nous des petites étoiles, faites-nous des coucous, ça nous fait bien plaisir. Abonnez-vous. Hein, plus on a d'abonnés, plus on est content. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Gotchard Podcast. Vous pouvez aussi nous suivre. J'ai changé mon Instagram, mon TikTok de nom qui s'appelle Gotchard Podcast, mais j'ai pas vraiment rien fait. Ça fait qu'un jour, vous aurez des trucs sur. Suivez-nous, mais en prévision de nos vidéos. Exactement. Et sinon, vous pouvez toujours nous contacter directement par nos pages Facebook personnelles, Marc Bouchard ou William Bouchard. Ça nous ferait plaisir de répondre à vos questions. Alors sur ce, William, je te souhaite bonne semaine. Bonne semaine et je le rappelle, le prochain, il va être gros. Mais on vous dit pas comment. Alors on se revoit à la prochaine émission. Bye bye.
Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.